Bonsoir, je remercie Marc Atala, les Numeric Games de nous inviter ce soir pour vous présenter notre travail, enfin mon travail et celui aussi avec Ricardo. Et puis on va vous passer quelques petits clips d'automates traditionnels. Et puis après on va rentrer gentiment dans le monde de la robotique. Puis après vous expliquer comment c'est possible de mettre ces deux mondes ensemble aujourd'hui. Alors je vous propose qu'on passe déjà le premier film sur l'Android Pushkin qui va durer 3 minutes. Et puis en même temps, je ferai des commentaires. Et puis vers la fin, vous pourrez poser des questions si vous avez envie. Voilà. Donc ça, c'est un Android écrivain, poète écrivain, qui est capable de générer 1458 poèmes différents de manière entièrement mécanique. Donc il a 6 adjectifs, 6 verbes, 6 adverbes, 6 noms, une came de grammaire, et puis 6 dessins, dont l'autoportrait de Pushkin. Il pèse à peu près 58 kilos. C'est toute la matière, c'est du laiton, de l'acier. Ça, c'est le système aléatoire qui va chercher au hasard tel ou tel adjectif, ou tel nom, ou tel verbe, ou tel adverbe. Et puis après, il réalise un petit poème de style haïku, de 6 mots avec un dessin et une signature. Ça, c'est le mécanisme de la table qui fait déplacer l'écriture. À chaque fois qu'il met un mot, la table bouge de X ou Y. Voilà, là il est en train de faire la signature. On voit la commande des cames sur le bras. Ça, c'est le régulateur de vitesse pour qu'il dessine ou qu'il écrive d'une manière continue et régulière. Il a aussi les paupières qui se ferment tous les 7 secondes. Et puis les yeux qui suivent la plume. Il y a 3 moteurs mécaniques. Il y en a un principal pour faire tourner les cames, un qui monte, qui descend les cames, et un troisième qui déplace l'écritoire. Et puis là, on voit les images de la présentation à l'EPFL avant que l'Android parte pour la Californie aux États-Unis. Entre le début et la fin de la conception, de la réalisation, de la livraison de cet Android, ça a pris à peu près 7 ans. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des moments où j'ai arrêté complètement parce que je ne savais plus comment m'y prendre pour le terminer. Et puis, heureusement, le client était patient. Et puis, il a attendu cette année. Mais bon, il a eu un objet qui est assez exceptionnel parce que dans les automates mécaniques, en général, vous n'avez pas d'aléatoire. Il dessine la même chose, il recommence, c'est un cycle. Alors que lui, il a sa propre créativité. Et au moment où il commence un poème, personne, ni moi, ni ceux qui l'ont conçu avec moi, peuvent dire quel poème il va écrire. Donc c'est un petit peu ça la surprise. Maintenant, on va passer à d'autres automates un peu plus traditionnels. Celui-ci, c'était un automate pour la maison Van Cleef, d'une fée sur un nénuphar. Donc toujours mécanique, avec un remontage à clé. Et puis, vous verrez, voilà, ça c'est le déclenchement. En bas, il y a une petite coccinelle qui indique l'heure. Et puis, il y a le nénuphar qui se met à bouger. Il y a un petit carillon qui teinte quand la fleur s'ouvre. Il y a la fée qui se réveille. Elle bouge les ailes et le papillon monte et bouge les ailes en tournant. La taille, c'est à peu près 50 cm de diamètre sur une hauteur de 20 cm.
Et cet automate-là, maintenant, est à Hong Kong, donc en Asie. Alors tout ce qui est joaillerie, tout ce qui est pierre, etc., a été fait à Paris. Et tout le mécanisme intérieur, qu'on ne voit pas vraiment bien ici, malheureusement, mais a été fait à Sainte-Croix. Un autre... Ouais, ça c'était un petit peu pour expliquer comment le faire fonctionner. Pour la mise à l'heure, avec un seul levier. Quand on le tire, on met à l'heure. Puis quand on le repousse, en faisant le même mouvement, on remonte l'horloge qui est à l'intérieur, qui fait avancer la petite coccinelle. Et c'est un système, elle revient à zéro, comment on appelle ça en horlogerie, enfin, quand elle arrive à 12, elle revient à zéro, elle continue. Voilà, c'était déjà il y a 3 ans. Ça, c'est un autre projet qui était antérieur à la fée. Depuis à peu près 2005-2006, je me suis penché sur des automates, des chevaux. Et puis là, enfin, j'ai pu réaliser un assez petit automate avec des chevaux de 10 cm de hauteur, avec une jument et son poulain. Voilà, ça c'est la jument. Et puis il y a le poulain qui est derrière. Et puis qui tourne sur une ellipse. Donc là, ils paraissent énormes, mais en fait, ils font 12 cm de hauteur. Avec 2400 composants. Voilà. Voilà. Donc là, on reste dans les automates traditionnels, figuratifs, et avec des systèmes à cam, à levier, et puis on reste dans la tradition. Et maintenant, avec mon ami Ricardo, que je vais vous présenter, qui est spécialiste des robots. On se connaît depuis une dizaine d'années. On s'est rencontrés à l'EPEF en 2012. Ouais. Et puis maintenant, on a fusionné pour adapter sa technologie avec la mienne. Donc Ricardo va vous parler de ce qu'il a fait et ce qu'il fait et ce qu'il a fait dans la robotique. Et puis ensuite, on va continuer ensemble. Je te laisse. Voilà. Merci François. Bon, comme François et Eric ont dit, je suis un ingénieur mécanique à la base. Et après, j'ai fait un doctorat à l'EPFL en robotique. Et pendant les 15 ans de ma carrière, j'ai travaillé dans beaucoup de domaines, surtout dans la conception des robots humanoïdes et aussi dans les appareils pour la chirurgie. Et c'est ça que je vais vous présenter maintenant. Là, ça a été le premier robot humanoïde que j'ai travaillé avec. C'est un système assez simple, avec un seul bras et une tête. Et il arrive à identifier des formes et des objets, et après à choisir la manière plus efficace d'interagir avec ces objets. C'est vraiment une plateforme pour le travail dans l'intelligence artificielle. Aussi, cette plateforme-là, c'est aussi un robot humanoïde avec un système de locomotion avec 2 roues. Il est beaucoup plus complexe au niveau du torse, il a 2 bras. Il arrive aussi à interagir avec des personnes et des objets. Aussi pour les travaux, les études dans l'intelligence artificielle. Ce travail, j'ai participé, c'était vraiment le contexte d'un projet européen très grand, avec plusieurs universités en Europe. Et moi, j'étais le responsable pour la conception de la tête. Et ce robot, il a été fait pour l'étude du développement du système cognitif humain, bien sûr avec comme application pratique l'intelligence artificielle. Et il arrive à interagir avec des humains, à apprendre à imiter les humains, comme on voit ici. Par exemple, il apprend qu'est-ce qu'il doit faire et il essaie plus ou moins de faire le même.
Après, à l'EPFL, pendant ma thèse de doctorat, j'ai travaillé dans les robots pour la chirurgie, qui sont des systèmes qui permettent aux chirurgiens d'être confortablement assis et de manipuler des petits instruments dedans du corps du patient à travers deux joysticks à l'extérieur. Et comme ça, ils peuvent faire vraiment un travail vraiment précis. Et il n'est pas très fatigant pour les chirurgiens. C'est vraiment un système très utilisé, très utile, mais vraiment cher. Et pendant ma thèse, j'ai développé un tout nouveau système. En fait, ce n'est pas vraiment un robot, parce qu'il n'y a pas de moteurs, ou d'électronique, ou de logiciels. C'est un système 100% mécanique, mais qui permet aussi aux chirurgiens d'arriver au même niveau de performance, avec un système beaucoup plus simple, beaucoup moins cher. On peut positionner le système à côté du patient. Et après, on a beaucoup d'outils différents qu'on peut assembler dans la partie distale du système. Et après, avec une caméra endoscopique, le chirurgien peut être confortablement assis et il peut faire des manipulations bimanuelles et voir ces mouvements transmis dedans du corps du patient. Ça, c'est un prototype que j'ai développé déjà dans le cadre d'une entreprise que j'ai créée après mon doctorat, avec le but de commercialiser et développer encore plus cette plateforme. Ça, c'est un système, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de moteur, c'est vraiment 100% mécanique. Bien sûr, il y a plus de 3000 composants, mais on peut voir que tous les mouvements que je fais avec mes mains sont transmis par ces petits pinces dans la partie distale du système. Ici, c'est un autre système avec le même concept, mais avec une cinématique déjà plus avancée, qui permet vraiment aux chirurgiens de faire il y a un grand numéro de procédures dans le patient. Et à ce stage-là, j'ai vendu l'entreprise à un investisseur privé. Et là, j'ai décidé avec François de commencer à travailler dans une nouvelle génération des automates mécaniques qui mélangeaient un petit peu la technologie traditionnelle que François a développée pendant 30 ans avec la technologie que j'ai développée aussi pendant ma carrière. Et pour le premier projet, en fait, on a un client qui est vraiment passionné pour la culture du Cambodge, surtout pour la danse du ballet royal cambodgien, où les danseuses ils font vraiment des mouvements très souples, mais vraiment complexes. On peut voir les orteils, ils bougent, les doigts de la main, les bras bien sûr, la tête. C'est vraiment des mouvements vraiment harmonieux que ça serait vraiment difficile de faire avec une technologie vraiment traditionnelle, par exemple comme ce système-là, où les mouvements sont surtout plus petits, plus répétitifs. Ils n'ont pas le même impact au niveau cinématique. Et en fait, notre client, il cherchait un système plus réel, plus agréable au niveau des mouvements. Et on a parti là-dessus. On a commencé la conception de ce système avec une cinématique qui nous permet de faire ces mouvements de la danseuse. Et après, on a commencé à travailler avec un animateur qui fait des films d'animation 3D pour Pixar et aussi des jeux d'ordinateur. Et lui, il nous a fait vraiment une première chorégraphie juste pour essayer la technologie. Ça n'a rien à voir avec la danse cambodgienne, mais c'était juste pour tester la technologie. Ça, on a environ 30 secondes d'animation, qu'après, il m'a exporté tous les angles des différentes articulations du bras pendant cette animation. Et nous, avec cette information, on a arrivé à calculer la forme exacte des cams qu'on doit après utiliser pour contrôler le mouvement du bras. Ici, juste, on a commencé par le bras parce que c'est la partie de loin la plus complexe du système.
Mais juste pour avoir une idée, déjà avec le bras, on a déjà 1400 composants mécaniques, juste avec un bras. Avec la danseuse, je pense qu'on va avoir plus de 5000. Et ici, maintenant, nous sommes en train d'assembler le système. Dans cette vidéo, on a déjà 2 degrés de liberté, les 2 premiers degrés de liberté des épaules qui sont déjà assemblés. Et vous pouvez déjà avoir une idée comment le système il va bouger. C'est un système 100% mécanique, c'est pas robotique. Même si ça semble un petit peu les mouvements robotiques, c'est vraiment, il y a 0 d'électricité en fait. Ouais, puis ce qu'il faut préciser aussi, Ricardo, c'est que toutes ces commandes qu'on voit là sont générées par des cams, comme tu l'as dit, mais la liaison entre les cams et les mouvements, c'est tout avec des câbles. Et puis dans la technologie robotique, les câbles ont énormément évolué. À la fin du XVIIIe siècle, il y avait déjà des automates qui fonctionnaient, pas avec des câbles, mais avec des fils en coton, pour des oiseaux siffleurs dans des cages, mais c'était pas très fiable, c'est-à-dire que ça tenait pas très longtemps, puis après ça cassait et autres. Alors que là, on utilise des câbles en tungstène qui n'existaient bien sûr pas il y a peut-être même 30-40 ans, et puis qui sont d'une rigidité, enfin, d'une solidité extrême, d'une souplesse extrême, et en même temps qui s'allongent très peu, même pratiquement pas, et puis qui ne sont pas sensibles à la chaleur, et puis très, très solides. Donc on peut garantir un automate avec ce genre de matériaux on ne sait pas, hein, mais en tout cas 50 ans facile, parce que il n'y a pas d'usure. Et ils viennent s'enrouler comme sur des poulies. Donc on a les cams qui bougent avec des leviers, des palpeurs qui viennent dessus. Ensuite, ces palpeurs tirent des câbles à travers des poulies, et ces poulies se retrouvent dans différents axes, le coude, le bras, et là on arrive à 6 degrés de liberté. Et sur un automate classique, comme le petit magicien qui est juste là à côté, on en a 2. Donc les comparaisons sont vraiment très différentes et ça donne des possibilités incroyables, notamment comme il expliquait, pour faire cet automate, cette danseuse cambodgienne, le but c'est qu'on ait ces mouvements doux et amples qu'on pourrait faire pratiquement pas avec quelque chose de traditionnel, quoi, avec simplement des cams à l'ancienne, avec des leviers. Et puis en plus maintenant on a des moyens virtuels de déjà, comme il l'a montré avant, savoir quel mouvement on aura, de nous dessiner les cams, puis après on a comme un graphique, puis de les enrouler sur une cam, et puis c'est juste incroyable, quoi. S'il fallait faire ça de façon traditionnelle, on aurait pour 10 ans, quoi, parce que ça prendrait un temps énorme pour tester toutes les cams. Et par exemple, là, rien que pour le bras, avec les 6 degrés de liberté, il faut 12 cams pour l'activer. Et il n'y a aucun ressort. Il n'y a pas de ressort qui va tirer le bras dans un sens ou dans un autre. Il y a un câble qui tire d'un côté, un câble qui tire de l'autre. Ce qui fait qu'on n'a jamais de jeu. Et puis d'une légèreté et d'un équilibre qui est difficilement atteignable avec un automate traditionnel. Toi, tu voulais rajouter quelque chose ? Bon, et maintenant, nous sommes en train de faire la conception de la partie qui reste du système, la tête, les jambes. Et vraiment, le but, c'est avoir le système déjà fini pour l'année prochaine et peut-être le présenter ici dans une année, je ne sais pas. Ah oui, ça serait bien, ça. Oui. Bon, merci beaucoup. Merci de votre attention. Maintenant... c'est le petit, là. Ouais. Et puis là, j'ai amené un automate magicien escamoteur, on pourrait dire ça comme ça. Et puis, comme vous pouvez le voir, il n'est pas terminé. Donc, il est encore, il n'a pas d'habit, il n'a pas de cheveux, il n'a pas le visage qui est peint. Et il est encore en laiton, brut, avec des cams, un moteur à ressort. Et puis, tu me dis que je peux aller ? Voilà, on va brocher la caméra comme ça. Vous le verrez en plus grand sur l'écran, parce que là, ce qui va sortir dessous les gobelets, c'est assez petit. Voilà. Filme surtout où il y a les gobelets, quoi. Voilà, comme ça. Ah, il paraît énorme, là.
ça, c'est un automate que j'ai réalisé. Bon, j'en ai fait 4, ça c'est le 4e. Et puis que j'avais présenté au Japon, à Aichi. Et puis j'avais gagné un prix avec d'autres Japonais qui présentaient des automates de la tradition purement japonaise. Et puis moi j'étais un peu le seul Européen à concourir avec eux. Et puis voilà, j'ai une grande admiration pour le Japon. Ça a été dans mes premiers clients qui m'ont acheté mes premiers automates dans les années 90. Et puis qui m'ont beaucoup aidé, sponsorisé, on pourrait dire ça comme ça, et qui m'ont commandé mes premiers automates dessinateurs écrivains. Alors voilà, et puis je ne sais pas si vous avez des questions, ou Ricardo, tu voulais rajouter quelque chose? Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Même si vous voulez venir le voir de plus près après, hein, vous pouvez venir.